Les marchés boursiers, évidemment, qui attendent d'en savoir plus ce soir sur les intentions de la Fed, des indices boursiers qui campent toujours malgré la petite correction du jour sur le CAC 40 en lien avec les résultats de Kering qui déçoivent à 8150 points, qui sont quand même proches de leur plus haut. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Ça fait longtemps, merci d'être là. Merci de votre invitation. Bon, il faut parler de la Fed, même si on saura tout ce soir, mais beaucoup de conjectures. Après, il y a le marché qui est quand même globalement, on va dire, confortablement installé avec cette idée que la première baisse de taux sera en juin ou en juillet. Ça reste le plus probable, ou est-ce qu'on peut avoir une mauvaise surprise ce soir? Peut-être qu'elle pourrait, la Fed, repousser encore son calendrier. On en saura plus ce soir? On en saura plus ce soir, c'est tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'avoir un peu des indications à la fois orales lors de la conférence de presse et aussi à la fois sur leur publication de leurs propres anticipations, de voir un peu quel sera le chemin de baisse des taux. On n'a aucun doute sur le fait qu'on va démarrer un cycle de baisse des taux aux États-Unis. La question, c'est quand est-ce qu'elle commence et de combien sera ce cycle de baisse des taux. Il y a encore quelques semaines, on était à 90% de probabilité d'une baisse des taux dès ce soir. Ouais. Aujourd'hui, on a 1%, donc il n'y a aucun suspense sur le fait qu'il n'y aura rien ce soir. La question, c'est est-ce qu'il ouvre la porte pour moi de juin ou est-ce que c'est plus tard? C'est là-dedans qu'on va être un petit peu Voilà, on va essayer de lire dans le mar du café ce que va dire Jérôme Powell ce soir. Ouais. Après, pour juger, on a des chiffres d'inflation qui ont été publiés qui ne sont pas dramatiques aux États-Unis, mais de 3,1%. On repasse à 3,2% pour le CPI au mois de février. Ça montre une désinflation qui est un peu encalminée, et puis aussi les créations d'emplois qui restent très solides aux États-Unis. Tout ça pourrait plaider pour un ton un peu plus dur ce soir de la part de Jérôme Powell, ou c'est juste de l'anticipation que de dire ça? En fait, eux, ils peuvent rester assez consistants avec ce qu'ils avaient dit. C'est-à-dire, eux, ils pensaient qu'il y aurait 3 baisses des taux cette année, au moment où le marché était jusqu'à en intégrer 6. 6 baisses, donc un vrai cycle très violent. On a toujours dit ici que c'était délirant. Voilà. 6 baisses de taux. Bon, mais peut-être que 3, voilà, un peu à voir ce qui va se passer. Ce qui est clair, c'est effectivement qu'on voit une espèce de résistance, une résilience de l'inflation. On a fait le dernier mile, last mile, c'est le plus dur, le dernier kilomètre. Le passage de 3% à 2%. On était à 9,2, on est à 3,2. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a de la désinflation. La question, c'est est-ce que il y a une résistance qui fait que c'est les salaires qui prennent le relais et que l'inflation va rester plutôt autour de 3, ou est-ce qu'elle va continuer à baisser? C'est dramatique, honnêtement, ça reste autour de 3% l'inflation. Alors, ce ne serait pas dramatique, encore une fois, il va y avoir beaucoup de questions autour de la productivité, etc., qui seront là, mais honnêtement, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de l'inflation, encore une fois, on était à 9,2, on est à 3,2, donc ça baisse, et la petite remontée qu'on a eue, que vous évoquiez, de 3,1 à 3,2, elle est quand même à 50% due au prix des loyers, du shelter aux États-Unis. Ouais. Donc il y a un côté un peu technique aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a plus de construction, plus de vente de maisons, et donc les prix on n'achète plus, on ne vend plus des maisons, donc les loyers augmentent. Et ça, c'est très largement responsable de la hausse de l'inflation. Donc pour moi... Si on retraite, si on corrige de ça, en fait, on est tout d'un coup dans un truc beaucoup plus cohérent avec une poursuite de la désinflation. Si vous rajoutez à ça, vous avez dit très justement qu'il y a une résistance du marché du travail, mais quand même, on était à 3,4% de chômage, on est à 3,9%. Ouais. Tous nos indicateurs avancés, même quand vous regardez des trucs très classiques, l'intérim, ça s'est complètement écroulé. Vous regardez le taux de démission, on est revenu à la normale. Vous regardez le nombre d'emplois par nombre de chômeurs, on était avec 2,2 emplois pour chaque chômeur aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à 0,8. Donc, on a une normalisation du marché du travail. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir un discours hawkish de la part de Jérôme Powell. Nous, on est quand même assez, dans notre scénario chez Natixis, on est sur une baisse des taux en juin, et on est à plus que 3 cette année. On pense qu'il y a un vrai cycle de baisse des taux. Et aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, les taux de défaut, les delinquencies, on appelle ça aux États-Unis, les incidents de paiement sur les cartes bancaires, par exemple, on est revenu sur des niveaux de 2008. Donc, il y a une vraie tension sur l'auto, sur le crédit. Donc, les conditions financières, aujourd'hui, sont pas complètement sont pas accommodantes du tout. Et puis j'ajoute, il y a un vrai sujet pour ce soir. C'est pas tellement au-delà des taux, c'est aussi ce qu'ils vont annoncer en termes de quantitative tightening. Le bilan, la réduction de la Fed. La réduction bilan de la Fed. On en est où, pardon, parce que le bilan de la Fed au plus haut était quoi, 9 000 milliards de dollars? On était à 9 000 milliards, là ils ont réduit un petit peu moins que la BCE, on est autour de 20-25% de réduction du taille de bilan, donc ils vont moins vite que la Banque centrale. C'est significatif.
C'est significatif, mais sans impact non plus si fort que ça sur les taux longs, puisqu'on est à 4... Oui et non, parce que quand même, les taux, typiquement les taux immobiliers, on est monté jusqu'à 7%. On se plaint en France de l'arrêt du canal du crédit immobilier. Ouais. Aux États-Unis, c'est monté à 7%, les taux à 30 ans. C'est redescendu. Oui, mais on est quand même on est au-delà de 6,5 quand même. Donc c'est des niveaux quand même très restrictifs pour si on veut acheter l'immobilier, d'où ce que je disais tout à l'heure, le gel du marché immobilier aux US. Et donc, ce qui est très intéressant... Sans effondrement des prix. Sans effondrement des prix. Alors, des prix immobiliers commerciaux, quand même, il y a eu des vraies chutes. Dans le logement. On est sur du moins 30% sur le commercial. Sur le résidentiel, non, ça tient bien parce qu'on ne construit plus. Donc, il y a un vrai sujet offre-demande. Tout le monde veut encore une fois... Qu'on a un peu en France aussi, oui. tout en passant. C'est-à-dire que tout le monde a autant envie qu'avant d'acheter un logement ou une maison ou un appartement. Par contre, on a moins les moyens de le faire. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe avec le bilan, la réduction du bilan de la Fed, c'est qu'elle a fait moins que la Banque Centrale Européenne. Et lors des 2 dernières discussions, elle publie ses minutes, donc elle publie le contenu de ces discussions, les 2 dernières fois, elle a émis des doutes sur le fait qu'elle allait pouvoir continuer à réduire son bilan. Donc elle a à peine commencé, qu'elle est un peu en train de dire qu'il va falloir qu'elle arrête, parce qu'il y a ce problème de resserrement des conditions financières aux États-Unis. Et puis, on le sait, aux États-Unis, il y a un truc qui est un peu différent pour l'instant, en tout cas de l'Europe, c'est qu'ils ont une vraie crise bancaire régionale. Et donc, on a vu 2 défauts de banques, la Silicon Valley Bank. Ça repart de ce point de vue-là. C'est la New York voilà, Bank, c'est ça. Jérôme Powell l'a dit récemment, il y aura probablement d'autres banques régionales, parce que c'est 70% de l'immobilier aux États-Unis commercial est financé par les banques régionales. L'immobilier commercial s'est écroulé de 30%. Donc il y a des vraies difficultés de refinancement de certaines banques régionales aux États-Unis. Donc c'est peut-être pas fini. Et donc ça expliquerait un peu la prudence. Pourquoi est-ce que la Fed lève le pied sur la réduction de la taille de son bilan ? Et pourquoi, sans doute, elle doit baisser les taux quand même assez vite, malgré le fait que l'inflation reste autour de 3%. Explique que vous êtes plutôt à 3 ou 4 baisses de taux. Voilà, on est plutôt, nous, à dire qu'elle va commencer en juin, qu'elle va faire une baisse des taux quasiment à tous ses meetings et qu'elle va continuer sa baisse des taux en 2025. Donc on est vraiment sur un cycle. Il y a ce que vous pensez, puis après il y a ce qu'on appelle le nuage de points. Les dot plots, ce sont les prévisions. On va demander, on aura ces prévisions actualisées, les responsables de la Fed qui vont dire où ils voient les taux en 2024. Certains disent qu'on était à 3 au mois de décembre, on pourrait descendre à 2 potentiellement ce soir. Moi, j'y crois pas. Alors, 2 choses. Moi, j'y crois pas parce qu'effectivement, il y a un peu... plusieurs éléments qui laissent quand même penser que l'inflation, oui, résiste, mais quand même elle baisse. Et encore une fois, la dynamique du marché du travail, qui est le vrai indicateur, comme en Europe, en ce moment que regardent les banques centrales, est plutôt en train de se dégrader. Somme toute aux États-Unis. Regardez, il n'y a pas une journée où il n'y a pas des plans de licenciement, 16 000 emplois détruits dans le gaming, dans le retail, dans les mondes bancaires. On a vraiment des plans de licenciement. Il y a peut-être les premiers débuts de l'intelligence artificielle dans certains segments qui sont déjà là, ce qui est assez surprenant. En tout cas, il y a une dégradation du marché du travail. Donc moi, je ne crois pas quand même qu'ils révisent à la baisse leur dot, c'est la première chose. Et deuxième chose, en fait, les dots, c'est un très mauvais indicateur avancé de la Fed. Ça marche très mal. Ça marche très mal. Donc les prévisions, encore une fois, des responsables de la Fed qui disent, moi j'imagine plutôt, je vois ce que je vois pour 2024, ça se passe jamais en fait dans les faits. Après, c'est pas ce que la Fed. Voilà, la moyenne fait pas une décision. C'est-à-dire qu'il y a des écarts types entre les uns et les autres, et à la fin, c'est pas vraiment ce qu'a fait la Fed. Donc nous, on a regardé dans le passé, c'est assez mauvais indicateur. À la limite, les anticipations du marché sont plutôt meilleures. Ouais, enfin jusque-là. Mais comme elles bougent tout le temps, c'est très difficile de mettre le curseur. On était sur 6 baisses de taux, 150 points de base en début d'année, a commencé en mars, ça paraissait quand même assez délirant. Si on prend un peu de hauteur, qu'on parle des marchés boursiers, on est proche des plus hauts, on a eu la mauvaise nouvelle Kering, comme quoi on peut aussi avoir des mauvaises nouvelles en termes de microéconomie, avec des ventes qui ont largement déçu. Le CAC 40 a vu 1150 points. On se dit quoi ? On a un pétrole quand même qui s'approche lentement, mais sûrement des $90 au plus haut depuis le début de l'année. Ces valorisations tendues sur le marché américain en lien avec l'IA, mais pas seulement. Une Fed qui pourrait ou pas d'ailleurs décevoir. On sait que beaucoup d'acteurs de marché attendent cette consolidation qui ferait suite à un mouvement haussier sans aucune respiration. Il y a tous les ferments, tous les catalyseurs pour qu'on ait aujourd'hui ou rapidement une consolidation qui ne veut pas dire un crack, évidemment. Alors, il faut toujours pareil, quand on regarde les marchés et les valorisations des actions, il faut regarder le micro et le macro. Le micro, vous l'avez dit, il y a des exemples Kering aujourd'hui, mais c'est aussi peut-être d'ailleurs un truc intéressant. Pardon, moins 15 sur l'action Kering, c'est une boîte du CAC 40. Et c'est peut-être aussi un symbole de ce qui se passe en Chine, en Asie en général et en Chine en particulier. C'est-à-dire que c'est aussi des boîtes qui sont très dépendantes, le luxe en général. Vous avez la Chine qui achète 30% des sacs à main de luxe du monde, la maroquinerie de luxe, etc. Donc
il y a peut-être un symbole aussi que la consommation interne en Chine, c'est à notre avis une confirmation que ça va pas si bien, la consommation et l'économie chinoise, c'est peut-être un signe de ralentissement. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que quand on regarde le micro, à des exceptions près qui sont peut-être liées justement à des concentrations sur certains marchés, en fait, le micro, quand vous regardez la publication des résultats, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou en France, elles sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Les boîtes sont bien gérées, elles ont bien géré leur justement des taux bas, donc elles n'ont pas énormément besoin de se refinancer. Elles ont des résultats, elles ont des marges qui ont été tout à fait préservées, les indices boursiers, qui justifient un certain nombre de valorisations. Donc le micro, à la limite, quand on regarde ça, ça va. Sauf exception, Kering, etc. Voilà. Quand on regarde le macro, en revanche, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous suggérez, c'est-à-dire que en fait, vous avez quand même des économies qui sont en train de ralentir. Les États-Unis, on finit l'année à 3,5. Ils vont faire, à notre avis, 2% cette année. C'est notre scénario chez Natixis, 2% cette année. Donc, il y a quand même un petit peu un ralentissement. C'est quand même une année où on voit des augmentations de défauts d'entreprises. Il y a des défaillances d'entreprises parce qu'on voit l'effet des hausses des taux qui est en train de se diffuser dans l'économie. Je disais sur les taux d'incidence sur les cartes bleues, sur l'immobilier, sur l'auto. On voit quand même des trucs aux États-Unis un petit peu frappants. Mais quand vous parlez en Europe, vous voyez la montée du chômage en France. On était à 7,1, on est à 7,5. Ça remonte en Allemagne, ça remonte en Espagne, ça remonte en Italie. Donc ça se dégrade un petit peu la macroéconomie. Et vous avez des banques centrales qui sont quand même hyper prudentes dans ces baisses de taux. Là. Donc quand vous regardez la macro, vous avez un monde qui est de plus en plus en train de se fermer. De la mondialisation, guerre commerciale. On va peut-être voir ce qui se passe avec Trump, ce sera sans doute pire. Donc on a une espèce de petits trucs pas très favorables sur le commerce mondial, des conflits au Proche-Orient, en Ukraine, qui font monter les prix du pétrole, du gaz, etc. de nouveau. On a pas mal de choses qui sont en train de se passer qui sont pas très bonnes. On a un ralentissement macroéconomique et des banques centrales qui baissent pas tellement les taux. Donc ça nous laisse à un truc que, en fait, les valorisations sont tirées par les valeurs technologiques américaines et qui entraînent tout le monde, ou par le luxe français qui entraîne tout le CAC. On a une hyper concentration des valorisations et des performances comme jamais dans l'histoire des bourses. Et ça, pour moi, c'est vraiment un facteur de fragilité. Encore une fois, Nvidia, j'achète la story, ils ont capté la marge parce qu'ils sont leaders, donc ils ont une force de monopole. Par définition, dans toute l'histoire de ces industries-là, il y a un moment ou un autre, quand vous captez de la marge, vous captez votre avance technologique, et vous attirez des intrants. C'est exactement ce qui est en train de se passer partout dans le monde, avec quand même des gens qui ont des deep pockets, des Facebook, des Intel, qui mettent des 50 milliards sur la table. Je serais étonné qu'à horizon 5 ans, et c'est un petit peu dans ces horizons-là que ça justifierait de telle valorisation à 70 fois les bénéfices, ça dure aussi longtemps que ça. Donc je ne vous sens pas totalement à l'aise avec un CAC 40 à 8150 points, on finit là-dessus. Pas tout à fait, non. Je serais assez prudent sur la valorisation des actions en général, en France comme aux États-Unis, de la même façon, prudence. Bon. Et il y a 6 mois, vous auriez dit pareil ou pas il y a 6 mois? Parce qu'entre-temps, ça a pris 20%. Le market timing, le timing is of the essence, comme disait Jean-Claude Trichet, il avait raison sur ce point-là. Timing quoi? Timing is of the essence, c'est sa fameuse phrase. Ce qui compte, c'est vraiment le timing. Parce que un investissement de long terme, c'est souvent un investissement de court terme qui a merdé. Mal tourné. Pas toujours, mais souvent ça peut arriver. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Salut. Merci.